Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. On regarde les titres de ce 19 mai. Suppression du premier avertisseur de radar en Indre-et-Loire, à Reignac exactement, une mesure qui ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de la majorité parlementaire. Un mail Barbara Hendricks à Saint-Avertin. L'inauguration a eu lieu hier soir dans le quartier des Tailles. La cantatrice sera par ailleurs en concert ce soir à l'Atrium. C'est reparti pour la guinguette qui se fait une beauté avant la reprise de la saison, qui promet de belles nouveautés en matière de programmation. Le premier avertisseur de radar supprimé aujourd'hui à Reignac, une mesure dont les automobilistes ne sont pas convaincus. Cette mesure prise par le gouvernement fait grand bruit et anime la colère de sa majorité parlementaire. Les fabricants d'avertisseurs de radar, eux aussi, contestent leur interdiction. Dans 3 mois, les avertisseurs de radar en Indre-et-Loire, 16 au total, seront tous supprimés. Maxime Kemener. Ça y est, il est tombé. Premier d'une série de 16, le panneau qui annonçait le radar automatique de Reignac n'est plus. La décision a été prise par le gouvernement de tous les supprimer. D'ici 3 mois, tous ceux installés en Indre-et-Loire devraient avoir disparu. Ces mesures seront couplées à un renforcement des opérations de contrôle sur le département. Nous étions sur une opération d'envergure, en plus des opérations quotidiennes de sécurité routière au niveau du département. Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de passer à une opération d'envergure par mois, et notamment des opérations avec le concours de l'hélicoptère de la gendarmerie, de manière à s'assurer du respect des distances de sécurité, notamment sur l'autoroute, qui ont été à l'origine de 2 accidents mortels dans notre département, dont l'un particulièrement dramatique avec une famille carbonisée dans son véhicule. La préfecture souligne aussi l'effet pervers de ces panneaux. Panneaux qui inciteraient les conducteurs à freiner brutalement à proximité des radars. Mais l'argument a du mal à passer auprès des automobilistes. Prévenus les chauffards décélérer et les carrefours étaient un peu moins dangereux. Le panneau était là pour nous signaler aussi qu'on devait rouler moins vite. Et maintenant, ils ne vont pas voir le panneau, donc en fait, ils vont rouler aussi vite et leur devenir autant dangereux qu'il était avant. Les gens vont être prévenus entre guillemets à la dernière minute, vont s'apercevoir que le radar est là et vont freiner trop tard. Donc forcément, ils vont freiner plus fort pour au final créer davantage d'accidents. Donc je ne pense pas que ce soit un bien. Non. Sur le début d'année, le nombre de tués sur la route a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Face à cette reprise, la Ligue contre la violence routière se prononce en faveur de la démarche du gouvernement. 75% des Français ont tous leurs points. Ça veut dire que 75% des Français respectent les limitations de vitesse. Donc ce ne sont pas eux qui se sentent en danger. Vont se sentir en danger tous ceux qui ne respectent rien. Et s'ils perdent leur permis, voire leur véhicule, parce que la rétention de véhicules, ça va se faire de plus en plus, c'est tant pis pour eux. Déjà en 2010, le nombre d'infractions relevées dans le département par ces radars avait augmenté de 15%. Rendez-vous à la fin de l'été pour un premier bilan, sans panneau cette fois. Le trafic des trains a interrompu depuis 3 heures environ à cause d'un suicide sur les voies à hauteur de Saint-Arnoux dans les Yvelines. Tous les départs de la ligne à grande vitesse à destination de Paris, Lyon et Marseille sont pour l'instant bloqués. Et puis un feu de forêt à Chambon, 2,5 hectares de pinettes qui ont brûlé. 8 porteurs d'eau étaient sur les lieux. L'incendie a été maîtrisé très rapidement. Encore un feu dans un appartement à Vouvray à 16h30 cet après-midi. Une personne a été hospitalisée d'urgence. Les personnes seront relogés. 3 sapeurs-pompiers ont été légèrement intoxiqués. Barbara Hendricks était à Saint-Avertin hier soir. La célèbre cantatrice a donné son nom à un mail dans le quartier des Tailles à Saint-Avertin, un quartier de 26 hectares. L'ambassadrice au Haut-Commissariat des réfugiés a été accueillie par Marc Pommier. Le maire de Saint-Avertin a choisi la soprano américaine pour son engagement humanitaire. Sébastien Branger. Voilà un quartier où il fait bon vivre. À quelques minutes du centre-ville de Saint-Avertin, le quartier des Tailles a été inauguré hier par une invitée de taille, la célèbre chanteuse lyrique Barbara Hendricks. Le mail, qui était au centre de ce nouvel espace urbain, porte désormais son nom. Un hommage à une personne universelle qui se sent ici naturellement chez elle. Je me sens, c'est comme si j'étais d'ici. C'est ça que je me sentais aujourd'hui, vraiment aimée, mais je dis aimée dans un sens qui est simple, qui est simple, pas adorée comme un grand star de quelqu'un que les gens voient de loin, mais plutôt quelqu'un de proximité avec les gens, même les gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Et oui, c'est très bien.
Associer une personnalité comme Barbara Hendricks à un quartier revêt un sens particulier. Certaines valeurs doivent se rejoindre. C'est toute la démarche que la mairie a souhaité réaliser. Et le mail Barbara Hendricks qu'on inaugure aujourd'hui est l'axe vraiment majeur, un axe de promenade dédié aux loisirs et aux liens entre les gens de ce nouveau quartier. Et ce nom de Barbara Hendricks, qui est un quartier de musique certes, mais c'est aussi pour les valeurs dont Barbara Hendricks est porteuse dans son mandat important pour elle d'ambassadrice pour le Haut Commissariat aux réfugiés. Et c'est pour ça qu'on a voulu donner son nom, parce qu'il est porteur d'un humanisme qui me semble d'actualité pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pour les habitants, en tout cas, vivre ici est une chance. On a quand même maintenant de plus en plus de zones urbaines et l'avantage de Saint-Avertin, c'est qu'ils ont su mixer en gros l'urbanité avec le côté un peu rural. En 10 minutes, vous êtes à Tours et en 10 minutes, vous êtes dans la campagne aussi si vous voulez, quoi. Après, par rapport à là où j'habitais avant, disons qu'on est moins tassé l'un sur l'autre, c'est plus espacé, on a plus d'espace vert, des aires de jeu pour les enfants, voilà. Au cœur de ce quartier trône désormais une girouette de 8 mètres. Sera-t-elle le lieu de rencontre des habitants? Le temps le dira. Le Tour FC rencontre Angers à la Vallée du Cher dans le cadre de l'avant-dernière journée de Ligue 2. C'est le dernier match de la saison à domicile pour les hommes de Daniel Sanchez. Un match pour l'honneur, Romain Delville. Bien figurés pour leur dernier match de la saison au stade de la Vallée du Cher, tel est le leitmotiv des joueurs du Tours Football Club. On a fait de bonnes prestations, on a fait des moins bonnes, donc il n'y a pas à laisser filer un match. Voilà. On a eu des matchs suffisamment difficiles en deuxième partie pour ne pas abandonner le dernier match à domicile. Au contraire, on voudrait terminer sur une bonne note et faire plaisir à notre public. Le public a été gâté, très gâté durant la première partie de saison et a moins goûté l'année 2011 par trop d'exigences. Une demi-saison d'adversité que les Bleus ont quelquefois eu l'impression d'affronter seuls. On sentait que les gens ils y croyaient de trop même et voilà, ils n'étaient pas assez entre guillemets lucides ou qu'ils ne prenaient pas assez de recul sur nos réelles capacités. Je pense qu'on était capable de le faire, mais c'était pas facile, quoi. Je veux dire, c'était pas quelque chose de facile à faire pour nous. Donc et j'ai l'impression que écoutez ce que j'ai entendu, que voilà, c'était pour nous ça devait être facile, quoi, alors que non, ça ne l'est pas. Et donc voilà, la preuve en est, c'est qu'on n'a pas réussi. Avec sa victoire à Nîmes la semaine dernière, le TFC a assuré son maintien et peut convoiter une place d'honneur dans la première partie du classement. Fini la pression du leader, fini aussi la pression des échecs à répétition, des mauvaises séries qui ont éloigné les Bleus du podium. On n'a pas de pression quelconque, sinon de bien terminer, donc c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire, on doit pouvoir supporter ça. Et on est à domicile face à une bonne équipe d'Angers aussi, qui n'a pas plus de pression que nous, qui voudra aussi jouer. Donc il y a tous les ingrédients pour faire un beau match. Un beau match et un beau spectacle pour ces deux formations sans pression, sauf celle de bien terminer la saison. Et c'est une nouvelle saison qui débute dès demain soir pour la Guinguette. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter cet endroit à l'arrivée des beaux jours. L'équipe du Petit Monde s'est donc affairée à la tâche, nouvel espace de restauration, mais aussi une programmation éclectique qui laissera une place de choix aux visiteurs. Julien Gauthier a suivi de près ces préparatifs. La sono n'est bien sûr que provisoire, histoire de donner du cœur à l'ouvrage. Car c'est en musique que toute l'équipe du Petit Monde s'active pour achever l'installation de la Guinguette. À ce point célèbre à présent qu'elle est arrivée à saturation l'an dernier. Alors, le Petit Monde met les bouchées doubles pour trouver un nouveau souffle. À commencer par la programmation et l'ambiance pour laquelle le public va être sollicité. Car cette année, c'est décidé, sera celle de l'interactivité. On invitera les gens à se costumer en fonction de la thématique. Donc par exemple, samedi c'est bal klezmer pour débuter la saison. Il y en aura aussi un bal oriental, un bal créole, un bal musette, un bal rock 60s, un bal Bollywood. Et l'idée c'est de créer un peu voyager, donc créer une atmosphère générale avec une scénographie, de la musique vivante, des comédiens, des assauts de danse, que tout le monde vienne costumer et qu'on essaie d'un petit peu plus prendre parti. Autre changement et pas des moindres, l'organisation de l'espace. La scène et le bar, eux, ne bougent pas, mais le restaurant, lui, déménage pour devenir un espace de restauration à part entière. Ce qui va nous permettre, par rapport à l'année dernière, aux gens de pouvoir réserver, d'être sûr d'avoir une place, de ne pas faire la queue pour rien, et puis de pouvoir avoir un vrai service de restaurant.
Un espace qui se trouve au pied des escaliers du pont Wilson et qui possède sa propre ambiance et son univers bien à lui. Sur la thématique qu'on m'a proposée, j'avais envie de créer quelque chose un peu de disparate, de différent et voilà, j'espère que ça va fonctionner en tout cas. Côté programmation, il y en aura pour tout le monde. Danseurs, joueurs, enfants, familles, guincheurs, paresseux, sportifs, gourmands, artistes et j'en passe. Qu'on se le dise, l'été en bord de Loire, à Tours, commence le 20 mai. Le jardin botanique célèbre Édouard André à l'occasion du centenaire du paysagiste français. L'exposition présente un monde végétal qui met en lumière l'œuvre de cet artiste, une œuvre qui raconte son histoire et ses voyages à l'autre bout du monde, des voyages desquels il ramenait souvent des plantes exotiques. Anaïs Michaud. Dans son écrin de verdure, l'exposition consacrée à Édouard André prend tout son sens. Pommiers en espalier, murs végétalisés et plantes d'ici et d'ailleurs sont installés dans la serre du jardin botanique à l'occasion du centenaire de la mort du paysagiste français du 19e siècle. Celui qui résida une partie de sa vie à la Croix en Touraine avait dès sa naissance un destin tout tracé. Il est né dans une famille d'horticulteurs, il a été baigné dans cette atmosphère horticole dès l'enfance et il s'est formé rapidement dans des établissements assez pointus, en arboriculture à Angers et puis au muséum en botanique. Et je crois que c'est un domaine qui l'a passionné et qui est très important même dans ses créations de jardin, car il n'a jamais oublié qu'il est issu de ce monde du végétal. Et dans de très nombreux de ces jardins, on trouve soit des jardins botaniques, soit des répertoires de plantes indigènes, la roseraie de la Haie-les-Roses, qui est un lieu de classification scientifique dédié entièrement à la rose. Il y a toujours quelque chose qui concerne vraiment un aspect didactique de la connaissance du végétal. Et cet aspect didactique se retrouve dans l'exposition composée de 3 espaces différents, un plutôt biographique, l'autre sur ses apports dans le domaine du paysagisme, le dernier enfin sur ses voyages en Amérique équinoxiale. Le public peut ainsi flâner dans les allées et s'initier aux grands principes du paysage. Les gens arrivent dedans, se retrouvent face à des châssis de culture, un bonhomme sur pied qu'ils ne connaissent pas obligatoirement. Et puis le fait qu'il y ait des plantes, des couleurs, un aménagement, ils déambulent un peu et ils en profitent en même temps pour faire connaissance avec la vie d'Édouard André. On a même une maquette de petits jardins que les enfants peuvent s'approprier pour créer eux-mêmes leur petit jardin avec des arbres, des maisons, un peu sur les principes des réalisations d'Édouard André. Une exposition à découvrir en famille jusqu'au 9 octobre au Jardin botanique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on retrouve Laurent Baumel, secrétaire national adjoint au PS. À tout de suite.